Bonjour, bienvenue à ce webinaire sur la gestion de l'anxiété et le maintien de l'équilibre familial à l'ère de la COVID-19. Je vais me présenter, mon nom est Kathleen Patterson, je suis consultante en santé mentale depuis quelques années déjà et je vais animer le webinaire aujourd'hui. Donc, simplement pour vous dire que le webinaire est préenregistré, par contre, je suis en ligne pour répondre à vos questions durant le webinaire ou à la fin. Nous aurons aussi une période dédiée aux questions et je serai disponible pour y répondre. Donc, bienvenue à tous et à toutes et nous allons sans plus tarder commencer. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de l'impact de la pandémie sur la vie familiale et aussi l'importance de prendre soin de soi comme parent. Nous allons parler aussi de comment maintenir une communication parent-enfant saine ouverte dans une période comme celle-ci. Nous allons regarder quels sont les déclencheurs d'anxiété pour l'enfant ou le jeune dans un contexte de pandémie et aussi un petit peu plus en détail quels sont les défis particuliers pour les enfants et les jeunes qui sont sur le spectre de l'autisme justement dans le contexte d'une pandémie comme la COVID-19. Donc, nous allons regarder, pour commencer justement, l'impact que tout ceci peut avoir sur la vie familiale. Il y en a plusieurs, évidemment, mais certainement, une chose qui est importante de reconnaître, c'est que nous faisons tous et toutes présentement face à une menace collective. C'est-à-dire que c'est une situation, la pandémie, qui est hors de notre contrôle, n'est-ce pas? Donc, peu importe ce que nous faisons, on n'a pas le pouvoir présentement d'y mettre fin. Donc, le fait que c'est une situation qui est hors de notre contrôle fait en sorte que ça peut venir activer toutes sortes de mécanismes de défense chez les gens, que ce soit au niveau de problématiques au niveau de la santé mentale ou tout autre comportement. On a vu au début de la pandémie comment les gens se précipitaient dans les épiceries, par exemple, pour faire du stockage de certains items. Et ça, c'était un exemple, par exemple, de comment les gens peuvent réagir dans un contexte de pandémie. Donc, on se sent tous un peu dans un état d'hypervigilance. C'est aussi un contexte où les problématiques de santé mentale, comme je viens de le mentionner, peuvent être exacerbées. C'est-à-dire que on peut ressentir plus d'anxiété, des symptômes de dépression. Les gens qui ont déjà vécu un trauma, ça peut venir réactiver certains souvenirs, certaines réactions. C'est aussi un contexte où on voit l'émergence de problématiques de dépendance aussi. Donc, c'est propice à des situations comme celle-là. Et aussi, à pas négliger, c'est un bouleversement de nos habitudes de vie au quotidien. Quelques exemples, c'est assez simple à trouver. La plupart d'entre nous, on devait se déplacer pour aller travailler. On avait des contacts réguliers avec un milieu de travail avant la pandémie. Et pour plusieurs d'entre nous, durant la pandémie, tout a été mis en suspens ou on s'est mis à travailler de la maison. Même chose pour nos enfants, en fait, qui ont dû avoir à se réajuster à un format d'apprentissage en ligne. Donc, c'est venu bouleverser tout ce qu'on connaissait au fond comme façon de fonctionner, avec plusieurs limites aussi sur les activités, les gens avec qui on pouvait avoir des contacts. Donc, tout ça est venu se mettre en place durant la pandémie. Donc, je pense que c'est assez évident que ça a créé tout un impact pour nous comme individus, comme famille, mais pour la société aussi. D'où l'importance de prendre soin de soi, comme parent ou comme adulte. Certainement, quand je donne des présentations sur ce thème-là, c'est ce que je mets en valeur pour les parents, mais aussi pour les professionnels qui ont à travailler avec des jeunes ou des enfants. Et je donne souvent l'analogie du masque de respiration ou du masque d'urgence dans un avion quand la cabine, il y a une décompression de cabine. Donc, ce qu'on reçoit comme message, c'est si on veut pouvoir venir en aide aux autres, il faut évidemment mettre son masque d'abord et recevoir l'oxygène pour être en mesure de pouvoir soutenir puis appuyer les autres par la suite. C'est la même chose dans le contexte actuel, dans le sens où il faut vraiment être à l'affût de nos propres besoins et pouvoir y répondre si on veut avoir la
capacité de soutenir et d'aider nos enfants par la suite. Donc, vous allez voir tout au long des diapositives de la présentation, il peut y avoir des liens qui sont ajoutés et je vous invite suite à la présentation, à les consulter si vous voulez, à cliquer dessus. Donc, c'est juste des informations au fond additionnelles à ce que je vous présente et qui peuvent venir vous offrir d'autres stratégies ou d'autres idées pour appuyer ce dont je discute. Donc, au niveau des stratégies d'auto-soin, qu'est-ce qu'on peut faire comme adulte pour prendre soin de nous? Évidemment, une des premières choses, c'est mettre en place les éléments pour répondre à nos besoins de base. Donc, besoin de sécurité, mais aussi besoin de sommeil. Est-ce qu'on dort suffisamment? Est-ce qu'on mange bien? Est-ce qu'on fait de l'exercice? Ces choses-là que parfois on prend pour acquis, mais qui sont vraiment à la base de notre bien-être. Un autre point aussi qui est important, c'est vraiment être en mesure de faire preuve de compassion envers soi-même. Ce que ça veut dire, c'est que la pandémie est difficile pour les gens qui nous entourent, c'est difficile pour nos enfants, mais c'est aussi difficile pour nous. Donc, comme adulte, on doit se donner la chance de reconnaître ça, qu'on traverse un moment difficile, que c'est pas évident et qu'il y a des journées qui sont plus pénibles que d'autres et de faire preuve justement de compassion ou je dirais de tolérance envers soi-même, envers nos réactions ou les défis qu'on peut rencontrer. Donc, justement, reconnaître nos émotions, ne pas avoir peur de les nommer, de dire que c'est frustrant, qu'il y a des journées qu'on se sent un petit peu plus déprimé ou un petit peu plus stressé. C'est correct de le nommer. Et aussi gérer nos attentes par rapport au contexte actuel. Donc, quand les gens, par exemple, ont à travailler de la maison, tout en devant s'occuper de leurs enfants, je pense qu'il faut avoir des attentes réalistes et se dire que c'est possible qu'il y ait des interruptions, c'est possible qu'on ne soit pas aussi productif qu'on le serait si on est au bureau et c'est correct aussi. Mais c'est important parce que si on n'est pas en mesure de faire ça, on va avoir à faire face à beaucoup plus de frustration ou de défis. Donc, d'autres stratégies additionnelles, comme j'ai mentionné tout à l'heure, serait de prendre soin de notre corps, évidemment. Donc, être à l'écoute de ce que notre corps nous dit pour pouvoir répondre à nos besoins. Et puis, juste un petit à côté, mais étant beaucoup à la maison, ayant moins de possibilités de sortir, beaucoup de gens ont parlé du fait qu'ils ont pris un peu de poids durant la pandémie. Je pense que c'est important de pas se culpabiliser de ça, mais aussi de reconnaître que si on mange moins bien, on se sent moins bien. Donc, prendre le temps justement de regarder où on peut mettre des choses en place pour s'occuper davantage de notre corps. Prendre aussi le temps de connecter avec la famille, les amis. Donc, maintenant, on a la possibilité de rencontrer des gens en petits groupes, c'est bien. Mais même si c'est à distance aussi, de garder les contacts ou les connexions, je pense que c'est très important. Prendre du temps de relaxer et de faire des activités agréables pour essayer de maintenir un équilibre et peut-être qu'il y a moins d'activités possibles qu'auparavant, mais en tout cas privilégier des activités qui sont agréables pour nous et qui nous font du bien, que ce soit prendre une marche, que ce soit par exemple écrire ou lire, des activités comme celle-là qui peuvent être relaxantes. Prendre des pauses aussi, de regarder ou de lire les nouvelles parce que malheureusement, par les temps qui courent, il n'y a pas beaucoup de positifs. Alors, si on s'expose continuellement à ce qui sort des médias ou des nouvelles, ça peut devenir lourd. Donc, je pense que c'est important de bien doser. Et aussi, de pas oublier que si vraiment on sent une détresse importante, qu'on a besoin d'aide additionnelle, que l'aide est là et qu'on ne devrait pas hésiter à aller chercher l'aide aux besoins au lieu d'attendre que les choses empirent ou que la situation devienne plus pénible pour nous. Donc, ça, c'est vraiment des éléments de base au niveau des auto-soins. Donc, le prochain point qui nous intéresse, c'est vraiment qu'est-ce qu'on peut faire pour maintenir une communication saine et ouverte avec notre famille, avec nos enfants à l'époque, au moment actuel, puisque on passe beaucoup plus de temps avec eux qu'on le faisait auparavant et ça peut amener beaucoup de positifs, mais ça peut amener aussi certains problèmes ou certains défis. Donc, je pense que c'est important de regarder qu'est-ce qu'on peut faire comme parents pour aider à cette communication-là.
Donc, une chose, c'est de prendre le temps de parler avec votre enfant et de répondre à ses questions, que ce soit par rapport à la pandémie ou parce que la pandémie occasionne du stress ou de l'anxiété par rapport à d'autres enjeux peut-être qui préoccupent vos enfants, que ce soit le retour à l'école ou d'autres problèmes qui peuvent se produire dans la société actuellement. Le rassurer aussi sur le fait qu'il est en sécurité, donc avec vous à la maison. Et souvent, votre enfant va se sentir soulagé de pouvoir communiquer justement dans un environnement sécuritaire où il se sent soutenu. Expliquer aussi que c'est normal de se sentir bouleversé présentement par tous les changements, par tout ce qui se passe, de normaliser tout ça, de vraiment dire que c'est quelque chose que la plupart des gens ont ressenti ou vont ressentir. Et si c'est important pour vous de limiter l'exposition aux médias sociaux, aux nouvelles, ben c'est encore plus important pour votre famille et vos enfants parce que souvent encore une fois, ça peut occasionner beaucoup de stress et aussi parce qu'ils sont peut-être pas en mesure d'absorber tout ce que l'information veut dire et peuvent avoir toutes sortes d'interprétations. Donc, c'est bien d'avoir un contrôle sur le temps exposé aux nouvelles, aux médias. Aussi, encore une fois, la socialisation est importante pour vous, donc c'est important pour vos enfants aussi. Les encourager à socialiser avec d'autres enfants si c'est possible, à distance si vous n'avez pas d'autres options, mais maintenir des liens, évidemment avec le monde extérieur. Maintenir aussi une routine régulière. Donc, évidemment, la routine a été transformée, mais quand même avoir des éléments de base, comme une heure régulière où on se réveille le matin, où on va dormir le soir, les heures de repas régulières, peut-être avoir des activités repères dans la journée, par exemple, on va prendre une marche en après-midi, des choses comme ça qui peuvent donner un sens de régularité à votre enfant et des activités aussi qui sont engageantes. Et puis comme parents aussi, essayer en autant que possible de donner l'exemple. Donc, c'est-à-dire que quand on est en mesure de demeurer calme comme parent, quand on est confiant, ben on est aussi davantage en mesure d'offrir du soutien, d'être rassurant avec notre enfant et notre enfant va sentir qu'au fond, il peut se tourner vers nous, pour du soutien et pour de l'appui par rapport à ses questions ou ses inquiétudes. Donc, ça, c'est des éléments certainement qui peuvent favoriser une communication saine. Et je pense que j'ai gardé pour la fin les stratégies additionnelles, mais qui pour moi, au fond, sont les stratégies clés. C'est d'être en mesure d'accueillir et de reconnaître les émotions et les réactions de votre enfant, même si c'est de la colère ou de la frustration par rapport au contexte actuel, si on prend la pandémie. Je pense que c'est important, par exemple, si notre enfant est en colère ou frustré de pas pouvoir faire des activités qu'il faisait avant, on peut être tenté de dire ben voyons donc, t'es pas le seul ou t'es pas la seule, donc calme-toi. Mais souvent, ça, c'est pas aidant. Ça peut causer plus de frustration. Donc, c'est important de pouvoir réagir en disant, par exemple, quelque chose comme oui, je comprends que c'est vraiment frustrant pour toi présentement, c'est pas évident. Donc, on offre de cette façon-là, on offre à l'enfant la possibilité de parler de ses émotions. Il comprend aussi que c'est pas quelque chose dont il ou elle a besoin d'avoir honte et qu'il y a de la place pour les exprimer. Et justement, s'il y a de la place pour les exprimer, ben il sent que ses émotions sont soutenues, qu'il est validé dans ce qu'il vit ou dans ce qu'elle vit. Donc, je pense que ça, c'est vraiment des éléments clés pour une communication saine avec notre enfant, mais avec n'importe qui au fond. Donc, vous pouvez appliquer ces stratégies-là avec n'importe quel membre de votre famille. Ça vaut pour tous et pour toutes. Donc, maintenant, on va regarder peut-être de façon plus particulière quels peuvent être les déclencheurs d'anxiété, qu'est-ce qui peut se passer au niveau de la santé mentale de votre enfant ou qu'est-ce qui se passe depuis quelques mois, en fait, je dirais, parce que
la pandémie est déjà commencée, bien entamée depuis plusieurs mois. Donc, qu'est-ce qu'on peut observer? Donc, évidemment, les réactions peuvent varier en fonction de plusieurs facteurs. Donc, un des facteurs, c'est le stade de développement de votre enfant, donc où il en est rendu au niveau de ses apprentissages, de son développement, qu'est-ce qu'il est capable de processer et d'absorber. C'est aussi le niveau de sensibilisation à propos de la pandémie. Donc, quelle information, au fond, votre enfant a reçu, comment il a été exposé ou comment il a géré la situation actuelle, comment vous l'avez appuyé, et les informations justement sur la pandémie. Est-ce qu'il a les bonnes informations? Est-ce qu'il a eu de fausses informations? Parce qu'il y a plusieurs éléments qui ont certainement circulé par rapport à la COVID depuis le début de la pandémie. Juste le fait des nouvelles qu'on entend régulièrement sur la possibilité de vaccin, quels sont les facteurs pour attraper la COVID ou pas. Donc, quelle information, au fond, votre enfant reçoit, puis est-ce que c'est la bonne information? L'effet aussi d'avoir des contacts ou de connaître quelqu'un peut-être qui a été atteint de COVID peut certainement jouer un rôle au niveau du niveau d'anxiété, et aussi l'état de santé de votre enfant ou des gens qui l'entourent, donc que ce soit vous, que ce soit grand-maman, grand-papa. Donc est-ce qu'il y a des gens autour qui ont des problèmes de santé et qui font en sorte que ça pourrait inquiéter votre enfant, que ces personnes-là attrapent la COVID. Donc ça peut venir aussi jouer au niveau de l'anxiété. Et finalement, s'il y a eu des expériences antérieures, des circonstances traumatisantes auxquelles votre enfant a été exposé ou votre famille a été exposée, évidemment, ça peut venir, encore une fois, exacerber les réactions d'anxiété par rapport à la COVID. Donc, je pense que c'est des éléments importants à garder en tête quand on se préoccupe justement du bien-être de notre enfant. Ceci étant dit, c'est important, je pense aussi, de savoir que les enfants et les adolescents ne vont pas tous réagir de la même façon au stress, même durant les périodes de crise. Mais il y a des choses qui sont quand même communes, qu'on a vues à travers la recherche. Et donc, il y en a plusieurs enfants et adolescents vont rechercher justement plus d'attachement et de contact avec des parents ou des adultes qui les entourent durant ces périodes-là où ils se sentent plus vulnérables. Donc, des réactions qu'on pourrait observer, ce serait pleurer de façon excessive ou être irritable, par exemple chez les jeunes enfants, avoir des comportements régressifs, donc des comportements que l'enfant avait disons, n'avait plus, et revenir à des stades antérieurs, comme par exemple mouiller son lit ou faire des crises ou justement avoir des refus ou des comportements comme ceci. Faire preuve d'anxiété excessive ou de tristesse excessive. Et les deux derniers, ça peut évidemment s'appliquer aux enfants, mais on le retrouve aussi beaucoup chez les adolescents. Donc, développer des mauvaises habitudes, que ce soit au niveau alimentaire ou au niveau du sommeil. Donc, certainement, le bouleversement de la routine a fait en sorte pour plusieurs adolescents qui n'avaient plus besoin de se rendre à l'école pendant plusieurs mois. Donc, se sont retrouvés à passer beaucoup plus de temps en ligne ou sur les médias sociaux, tard le soir ou la nuit, et ça, c'est venu perturber, par exemple, des habitudes de sommeil. Et aussi, on peut observer chez cette population-là plus d'irritabilité et de passage à l'acte. Donc, avoir des comportements peut-être plus agressifs ou plus dérangeants du fait qu'ils se sentent perturbés par la pandémie. Donc, ça, c'est des éléments qu'on peut observer comme parents. Donc, ce qui est à surveiller, je dirais particulièrement, c'est une augmentation significative de l'anxiété ou une augmentation au niveau des inquiétudes, que ce soit envers soi-même ou envers les proches. Si on constate que notre enfant ou notre jeune a beaucoup de difficultés à se concentrer, se soucie de façon excessive de tomber malade ou a besoin de façon excessive d'être assuré. Et c'est aussi important de regarder
les symptômes un peu plus somatiques comme la fatigue, les maux de ventre, les maux de tête. Donc, s'il y a plusieurs de ces symptômes-là qui apparaissent, évidemment, c'est important d'aller vérifier dans le contexte actuel s'il n'y a pas de cause médicale, mais s'il n'y a pas de cause médicale, ça peut être aussi un indicateur que au niveau de la santé mentale ou du bien-être, il y a certains enjeux là, qui se présentent. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour appuyer notre enfant et notre jeune dans une situation comme celle-là? Le premier élément que j'ai indiqué, ça peut paraître évident et je suis certaine que comme parents, la plupart d'entre vous connaissez bien votre enfant, mais apprendre à bien connaître votre enfant, ce que ça veut dire tout simplement, c'est que vous êtes en mesure de savoir en observant votre enfant si ses réactions sont normales lorsqu'il vit quelque chose de difficile ou si c'est quelque chose qui est en dehors de la norme, si c'est quelque chose qui peut-être mérite plus d'attention et mérite de l'appui de votre part. Donc, vous êtes en mesure de savoir est-ce que c'est des réactions plutôt dans la norme pour votre enfant ou des réactions démesurées par rapport à ce que vous êtes habitué de voir. C'est aussi important de prendre les craintes et les inquiétudes de votre enfant au sérieux et de reconnaître les préoccupations. Donc ça, c'est, comme je mentionnais tout à l'heure, même si pour vous, vous vous dites, ben, OK, bon, il est inquiet, mais c'est pas si sérieux que ça ou tout le monde a à faire face à ces inquiétudes-là. Le problème, c'est qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe exactement dans la tête de nos enfants. Donc, c'est important d'être à l'écoute, d'être là pour le rassurer, pour l'épauler, pour qu'il sente que justement ce qu'il vit est pris au sérieux et que vous êtes là pour pouvoir offrir de l'appui. Sinon, s'il n'y a pas la possibilité d'exprimer ses craintes ou ses inquiétudes-là, c'est là où ça peut venir prendre plus d'ampleur et ça peut devenir problématique. Donc, être à l'écoute, être à l'affût. Et on peut penser à l'analogie du iceberg. Hein? Donc, souvent on regarde juste qu'est-ce qui est la pointe, qu'est-ce qui est le pic du iceberg, et en dessous il peut avoir vraiment beaucoup d'inquiétude, beaucoup de stress. Donc, il faut pas se fier uniquement à ce qu'on voit à la surface. S'il y a des commentaires ou des réactions que votre enfant a qui vous portent à croire qu'il peut avoir de l'anxiété ou d'autres défis, c'est important d'aller vérifier, de prendre le temps de questionner. Et puis aussi, faut pas penser que parce qu'on est en période de pandémie que le stress, n'importe quel niveau de stress est normal pour tout le monde. Donc, il y a des réactions qui peuvent être excessives et si vous avez des inquiétudes, c'est important de garder en tête qu'il y a quand même du soutien professionnel au niveau de la santé mentale qui est disponible et ne pas hésiter à aller le chercher, ce soutien-là, si c'est nécessaire. Donc, d'autres stratégies que j'ai ajoutées, et celle-là, je vais vous avouer que c'est particulièrement en gardant en tête le contexte scolaire. Donc, mars, avril et juin ont été des mois où vos enfants ont eu une nouvelle forme d'apprentissage en ligne. Et on a eu des annonces dernièrement du ministère de l'Éducation que l'école allait reprendre à l'automne, en septembre à temps plein, mais avec beaucoup de changements, encore une fois. Donc, le port du masque obligatoire, les jeunes vont avoir, si c'est des jeunes du secondaire, vont avoir un apprentissage plutôt mixte, donc un certain temps à l'école, un certain temps en ligne. Il va aussi y avoir des règles de distanciation sociale, tout un protocole d'hygiène. Donc, dans un contexte comme celui-ci, c'est important de travailler ensemble avec votre enfant, mais avec l'école aussi, pour fixer des objectifs réalistes, déterminer quelles sont les priorités pour votre enfant et votre jeune, quels sont les objectifs à court et à long terme. Donc, après plusieurs mois d'avoir été absent à l'école, peut-être que l'objectif à court terme sera simplement de se réacclimater au milieu scolaire, d'absorber les nouvelles règles et la nouvelle réalité beaucoup plus que les apprentissages scolaires pour les premières semaines tout au moins. Donc, avoir des attentes réalistes. Et aussi prévoir des mesures d'adaptation. Quelles sont les priorités pour le bien-être et pour l'adaptation de votre jeune? Et ça, c'est des discussions
relations que vous pouvez avoir avec votre enfant, mais aussi avec le milieu scolaire, si votre enfant a des besoins particuliers, de déterminer avec eux quelles vont être les priorités pour commencer. Donc, si vous voulez que ce soit encore une fois, le bien-être de votre enfant et se réacclimater à la nouvelle réalité. Mais il faut être clair aussi que c'est là-dessus qu'on va mettre l'emphase pour commencer. Et le dernier point qui est toujours important à mon avis et même essentiel pour que les autres stratégies puissent fonctionner, c'est vraiment de cultiver puis de maintenir une attitude d'optimisme à l'égard de la capacité de votre enfant à gérer son anxiété ou gérer ses défis. Et c'est vraiment important parce que si vous n'êtes pas convaincu de ça et vous le sentez pas, évidemment votre enfant va ressentir aussi que vous n'êtes pas confiant qu'il puisse passer à travers et ça peut avoir un impact sur son estime de lui, sur sa capacité à gérer les défis. Donc, même si on sait qu'il va y avoir des défis à venir, je pense que c'est important de véhiculer le message que on va travailler ensemble, je suis là pour t'appuyer et je sais qu'on va pouvoir passer à travers et que tu vas être en mesure de relever les défis, même si on n'a pas toutes les solutions présentement, on va trouver une façon d'y faire face. Donc ça, c'est des messages qui sont toujours rassurant, mais aussi qui aide votre enfant à développer sa propre confiance à gérer les défis. Donc, tout ceci étant dit, c'est possible que vous ayez mis en place toutes les stratégies dont j'ai parlé ou les stratégies additionnelles que vous connaissez. Vous avez été à l'écoute, vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir, au fond, pour appuyer votre enfant, mais que malgré ça, la situation vous inquiète. Et ça peut arriver, et je pense que comme parent, il faut en être conscient. C'est pourquoi je vous ai partagé la diapositive suivante, qui est une qui a été développée par Santé mentale en milieu scolaire Ontario. Et c'est bien important parce que ça nous montre, au fond, les éléments clés pour indiquer quand est-ce qu'on doit s'inquiéter au niveau de la santé mentale de notre enfant. Donc, celle-ci, ça a été développée par rapport à l'anxiété, mais je dirais que les éléments qui sont présentés sont valables pour n'importe quel problème de santé mentale, que ce soit l'anxiété, la dépression ou tout autre problème. Donc, un élément qu'on doit regarder en premier, c'est la disproportion, c'est-à-dire l'intensité et la fréquence de l'anxiété que vous observez chez votre enfant. Donc, comme je disais tout à l'heure, est-ce que c'est dans la norme de ce que vous êtes habitué à remarquer chez votre enfant ou est-ce que ça va au-delà de ça, que c'est beaucoup plus prononcé qu'à l'habitude? Ça, c'est un indicateur. La persistance aussi. Donc, oui, c'est normal au début, par exemple, d'une situation de changement ou de bouleversement comme la pandémie, d'avoir de l'anxiété ou du stress. Mais est-ce que ça persiste? Est-ce que ça semble pas vouloir s'atténuer au fil du temps? Si c'est le cas, ça peut être un indicateur. La perturbation aussi, le degré de perturbation au niveau des activités ou du bien-être au quotidien. Donc, est-ce que malgré les inquiétudes ou les préoccupations, votre enfant est quand même en mesure de faire ses activités, d'avoir du plaisir? Ou est-ce que ça vient nuire à son fonctionnement au quotidien? Et le niveau de détresse, finalement. Donc, est-ce que ça crée une détresse significative et inattendue? Et encore une fois, ça vient perturber la façon de fonctionner. Donc, ça aussi, c'est un élément à garder en tête. Donc, je dirais, si ces éléments-là sont présents et que vous êtes préoccupé, évidemment, c'est bien d'aller chercher l'aide additionnelle. Donc, j'ai juste cru bon d'ajouter justement une diapositive où vous auriez des ressources additionnelles. Je suis consciente que probablement plusieurs d'entre vous avez déjà des ressources et travaillez déjà avec des professionnels. Donc, c'est bien si vous avez accès à ceci. Sinon, d'autres ressources sont directement pour votre enfant ou votre jeune, sont par exemple Jeunesse J'écoute, qui est toujours une bonne ressource parce que ça donne la possibilité à votre enfant justement de parler directement à quelqu'un de ses préoccupations, de ses besoins et aussi parce que c'est un service disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Il y a la ligne 211 pour connaître au fond la liste des services qui sont dans votre région. Et finalement, si toutefois vous avez vraiment des préoccupations, vous pensez qu'il y a une situation urgente pour la sécurité ou le bien-être de votre enfant, bien évidemment, c'est toujours
important de communiquer les services d'urgence à ce moment-là. Donc, pour terminer le webinaire, en fait, je vais parler un petit peu plus particulièrement des défis additionnels que les enfants et les jeunes sur le spectre de l'autisme peuvent rencontrer dans un contexte de pandémie comme la COVID-19. Et puis, on va regarder ça un petit peu en détail, on va regarder certaines stratégies. Donc, certainement, un des éléments qui a touché tout le monde, mais particulièrement nos enfants ou nos jeunes qui sont sur le spectre, c'est le bouleversement des routines. Que ce soit à l'école ou à la maison, tout a été changé. Tout ce à quoi nos enfants étaient habitués a été transformé au cours des derniers mois. Donc ça peut avoir occasionné un niveau d'anxiété accru. Donc, même si on avait des jeunes qui étaient déjà anxieux, ça peut venir augmenter l'anxiété. Ça peut aussi augmenter les déclencheurs d'anxiété. Donc, ça peut faire en sorte qu'il y a des nouveaux déclencheurs d'anxiété qui n'étaient pas là auparavant. Et puis, à la fin des éléments dont je discute, je vais vous partager quelques exemples. Ça peut aussi occasionner de la difficulté à gérer les émotions intenses de frustration, de colère, de détresse face à tous ces imprévus-là et tous ces changements-là. Et aussi, on peut voir l'augmentation de certains comportements auto-apaisants, comme par exemple les bruits que l'enfant fait avec sa bouche, les mouvements avec les mains, avec les bras. Donc, quand il y a de l'anxiété ou frustration, ces comportements-là sont souvent déployés pour venir apaiser l'enfant ou le jeune qui est sur le spectre. Et le fait d'être exposé à plus d'anxiété, justement, ou de perturbation, mais on peut voir souvent une augmentation de ces comportements-là. Et faut pas oublier que depuis les derniers mois, l'exposition à d'autres enfants ou d'autres jeunes dans un contexte social a été significativement réduit. Donc, on peut voir peut-être des régressions ou observer des défis au niveau des habiletés sociales et ça peut même être des inquiétudes pour certains parents en lien avec le retour à l'école à l'automne. Et évidemment, il y a sûrement toute une série d'autres observations que vous, comme parents, pourriez aussi fournir. C'est pas une liste exhaustive, mais certainement, ce que je voulais vous partager, c'est que donc je pense que si vous avez vu la petite bio qui a été partagée à mon sujet, je suis maman de 2 enfants qui sont sur le spectre de l'autisme, un qui est plus vieux, qui est dans la vingtaine, et un fils de 11 ans. Je dirais que pour mon fils plus vieux, ça s'est quand même bien passé, mais pour mon fils de 11 ans, l'adaptation à l'apprentissage en ligne a été très difficile. Donc tout ce que je vous ai mentionné, anxiété accrue, augmentation des déclencheurs d'anxiété. Pour mon fils, c'était certainement juste le fait de devoir se mettre en ligne pour l'apprentissage, beaucoup de frustration, de colère par rapport à ça, et aussi l'augmentation des comportements apaisants. Donc, c'est des réalités que comme parent, auxquelles j'ai dû faire face. J'ai dû avoir à faire face et j'imagine aussi, vous comme parent, vous pouvez avoir à composer. Donc, c'est d'être conscient que pour tout le monde, de façon générale, la pandémie a occasionné des bouleversements et des changements et du stress et d'anxiété, mais c'est particulièrement le cas pour les enfants sur le spectre qui sont plus sensibles justement à l'importance des routines et qui sont plus susceptibles à éprouver de l'anxiété par rapport aux changements et aux imprévus. Donc, quelques considérations importantes justement pour appuyer nos enfants et nos jeunes qui sont sur le spectre, c'est d'avoir des routines qui sont adaptées à leurs besoins. Encore une fois, en revenant à l'exemple de mon fils, on s'est vite rendu compte qu'il avait en fait 2 séances d'apprentissage en ligne qui étaient programmées et c'était beaucoup trop pour lui. Donc, on a dû faire des adaptations avec l'école, avoir des discussions à ce niveau-là et incorporer, par exemple, une demi-heure d'activité physique dans sa journée, justement pour pouvoir évacuer l'énergie et le stress qui était là. Donc, avoir en tête que la routine, c'est pas parce que l'école a prévu une routine spécifique pour tous les enfants que ça va bien fonctionner pour notre enfant ou notre jeune.
C'est aussi favoriser l'autorégulation en pratiquant ce qu'on appelle la co-régulation. Donc ça, on peut faire ça justement en demeurant calme et à l'écoute de ce que notre enfant veut nous dire, puis en demeurant aussi à l'écoute de quelle stratégie fonctionne pour lui pour se calmer ou se réguler. Donc, c'est pas parce qu'il y a des stratégies qui ont été suggérées que ça va particulièrement bien fonctionner pour notre enfant ou notre jeune. Faut savoir qu'est-ce qui fonctionne pour lui ou pour elle et mettre ceci en place. Demeurer à l'écoute aussi en tout temps. Donc moi, certainement, ça m'a pris quelques semaines avant de réaliser qu'on avait besoin d'incorporer une sortie ou une activité physique pour aider à couper la journée en deux et à bien gérer le stress pour mon enfant. Donc, c'est important de demeurer à l'écoute de ça, de ces besoins-là. Maintenir une communication étroite, donc avec le milieu scolaire, surtout au niveau de la rentrée. Je pense que ça va être important de pouvoir avoir des discussions et de voir qu'est-ce qui peut être mis en place pour outiller ou appuyer notre enfant. On peut aussi bien préparer les transitions avec soin, justement en gardant en tête qu'est-ce qui a été annoncé, par exemple pour le retour à l'école. Donc, on peut certainement discuter du fait qu'il va y avoir des protocoles d'hygiène, qu'il va y avoir le port du masque, qu'il va y avoir toute une série de choses. Donc, c'est de bien préparer ça pour pas que ça arrive comme une surprise pour notre enfant. Et encore une fois, si on pense que quand on a ces discussions-là ou juste à observer votre enfant, vous vous dites, ben, je sais pas si malgré l'appui que j'offre, mon enfant va être en mesure de bien gérer tout ça. Encore une fois, c'est de pas hésiter à aller chercher l'aide ou le soutien additionnel. Puis finalement, quelques suggestions additionnelles. Comme j'ai mentionné, c'est de bien préparer les changements, d'avoir à la maison des routines claires et simples aussi à suivre, d'essayer d'avoir une constance entre les stratégies que vous avez à la maison et qu'est-ce qui va être instauré à l'école. Morceler les étapes, préparer le changement, demeurer à l'écoute, donc discuter, entendre, remarquer qu'est-ce qui se passe avec votre enfant et être calme et flexible par rapport à ça. Et ça va vous permettre aussi de maintenir un environnement calme autour de votre enfant. Ajuster vos attentes, évidemment, par rapport à ce que vous vivez présentement cet été, mais qu'est-ce qui est à venir aussi à la rentrée. Et célébrer les succès. Donc, célébrer qu'est-ce qui se passe bien, ce que votre enfant est en mesure de bien gérer. C'est toujours important de montrer qu'il y a des bonnes choses aussi qui se passent avec votre enfant et de renforcer ces éléments-là pour que ça serve de pierre angulaire ou d'éléments pour l'encourager à continuer à faire face à ces défis. Donc, je vous ai partagé beaucoup d'informations et j'espère que ça a pu être utile pour vous. Maintenant, ce que j'aimerais vous inviter à faire, c'est de partager soit vos commentaires ou vos questions par rapport au webinaire que je viens de vous présenter et ça me fera plaisir d'y répondre et de discuter avec vous c'est ça, des questions que vous pourriez avoir ou des commentaires simplement que vous voulez apporter suite à ma présentation. Donc, je vous remercie de votre attention et je suis prête maintenant à discuter avec vous. OK, I'm done.